Personne ne savait pourquoi elle riait à chaque fois qu'on parlait de la mort de sa mère. Depuis qu'Aminata a perdu sa mère, quelque chose en elle a changé. Avant, c'était une fille douce, discrète, toujours la première à pleurer aux enterrements. Mais depuis le décès brutal de sa mère, elle ne pleure plus. Elle rit. Pas un petit rire nerveux. Non, un rire profond, dérangeant, presque joyeux. Et ce rire ne sort que quand on évoque la mort de sa mère. Au début, le village croyait à un choc émotionnel, un traumatisme. Mais plus les jours passaient, plus son comportement devenait étrange. Quand une voisine lui dit « Ta mère doit te manquer », Aminata éclata de rire. Quand le marabout prononça une prière pour les morts, elle riait. Même devant la tombe, elle riait encore. Les gens commencèrent à parler. Elle est possédée. Elle se moque des morts. Sa mère ne va pas la laisser en paix. Mais Aminata continuait de sourire, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Une nuit, sa cousine Aïcha décida de dormir avec elle. Vers minuit, Aminata se leva, en riant dans son sommeil. Elle se plaça devant le miroir, les yeux fermés, et dit d'une voix glaciale. « Maman m'a dit que c'était elle, ou moi. Alors j'ai choisi. » Aïcha se redressa dans le lit, le cœur battant. Et pour la première fois, elle comprit que cette mort n'avait peut-être rien d'un accident. Personne ne savait pourquoi elle riait à chaque fois qu'on parlait de la mort de sa mère. Après cette nuit-là, Aïcha ne dit rien. Mais elle observait. Aminata ne riait plus seulement quand on parlait de sa mère. Elle riait sans raison, à voix basse, même quand elle était seule. Et chaque nuit, elle se réveillait en sueur, fixant le plafond, et chuchotant. Elle est là, elle me regarde, elle veut reprendre ce qu'elle m'a donné. Aïcha finit par interroger une vieille du village, une ancienne proche de la mère d'Aminata. La vieille soupira profondément, puis murmura. Il y a des mères qui aimeraient tant vivre, qu'elles feraient n'importe quoi. Même donner leur fille à la mort, à leur place. Aïcha comprit. Aminata savait. La nuit de l'accident, Aminata et sa mère étaient seules dans la forêt. Une lumière étrange était apparue. Quelque chose avait proposé un choix. L'une devait mourir, l'autre vivrait. Et Aminata avait ri, parce qu'elle avait choisi de vivre. Mais ce rire, ce pacte, avait un prix. Un soir, elle hurla. Un rire déchirant, douloureux. Puis elle s'arracha les tresses, griffa les murs, et courut hors de la maison en criant. Elle me poursuit. Elle veut reprendre mon souffle. Depuis ce jour, Aminata erra entre les collines, riant aux corbeaux, fuyant les miroirs. Plus personne ne l'a revue dans le village. Mais certains disent que chaque fois qu'on parle de la mort de sa mère, on entend un rire. Loin, mais pas assez loin. Elle ne savait pas pourquoi sa belle-mère l'interdisait de cuisiner la nuit. Quand Salimatou s'est mariée avec Moussa, elle pensait que sa vie allait enfin commencer. Mais à peine installée dans la grande case familiale, une règle étrange lui fut imposée par sa belle-mère, Yaïd Jenba. Ici, dès que le dernier appel à la prière retentit, plus personne ne doit allumer le feu. La cuisine dort. Et toi aussi. Salimatou avait souri, croyant à une superstition de vieille femme. Mais chaque nuit, elle remarquait des choses étranges. Une odeur de feuilles brûlées, un courant d'air glacial dans la cuisine fermée. Et une fois, en allant chercher de l'eau, elle avait cru voir des empreintes mouillées menant à la marmite, alors qu'il n'avait pas plu. Une voisine lui glissa un jour à l'oreille. Ne pose pas trop de questions sur cette cuisine. Ta belle-mère a enterré un secret là-bas. Et certaines choses se réveillent avec la faim. Salimatou rit. Jusqu'à ce fameux soir. Son mari rentra tard, fatigué, affamé. Elle ne voulait pas le laisser dormir le ventre vide. Alors, elle se leva, en silence, et entra dans la cuisine. Tout semblait calme, sauf cette marmite posée là, au centre. Elle s'approcha, souleva le couvercle. Et ce qu'elle allait découvrir allait lui glacer le sang. Elle ne savait pas pourquoi sa belle-mère l'interdisait de cuisiner la nuit. Quand Salimatou souleva le couvercle, une odeur métallique lui monta au nez. Dans le fond de la marmite, il n'y avait ni riz, ni eau, mais des ongles. Humains. Noirs, et frais. Elle recula d'un bond. Soudain, la lumière de la cuisine vacilla. Et dans le coin de la pièce, quelqu'un respirait. Lentement. Sa belle-mère apparut, sans un bruit. Le regard vide. Le visage figé. Mais ce n'était pas vraiment elle. Une voix grave, pas la sienne, sortit de sa bouche. Tu as violé la règle. Tu as réveillé ce qui était endormi. Salimatou voulut fuir, mais ses jambes tremblaient. Yaïd Jenba reprit sa voix normale, en larmes cette fois. Ton mari est vivant aujourd'hui, parce que chaque nuit, je nourris quelque chose dans cette marmite. Un esprit affamé, que j'ai lié à ma famille pour les protéger. Tu as ouvert sa porte. Salimatou s'évanouit. Depuis ce jour, elle ne s'approcha plus jamais de la cuisine après la tombée de la nuit. Et chaque nuit, à minuit, une marmite boit encore toute seule. Avec ce qu'on ne voit jamais, mais qu'on entend mâcher doucement. Elle ajoutait son urine dans la soupe de sa patronne.
Dans la grande villa du quartier, Halima travaillait comme domestique depuis 6 mois. Silencieuse, obéissante, presque invisible. Mais ce que sa patronne ne savait pas, c'est qu'Halima la détestait en silence. Madame Fofana, riche, arrogante, la traitait comme une chose. Des ordres secs, jamais un merci. Et toujours cette phrase. Tu es là pour servir, pas pour penser. Un jour, Halima est allée voir une vieille vendeuse de gris-gris au marché noir. Elle voulait que sa patronne cesse de la mépriser. Qu'elle l'écoute, l'admire, lui obéisse. La vieille femme lui a tendu une petite bouteille et a dit « Mélange 3 gouttes de ton urine dans sa nourriture, pendant 7 jours, et regarde. » Le soir même, Halima a versé quelques gouttes dans la soupe. Un geste discret, rapide, et chaque soir, elle recommença. Le 4e jour, quelque chose changea. Madame Fofana la fixa longuement et dit « Tu cuisines mieux que ma propre mère. » Le 6e jour, elle lui offrit des bijoux. Le 7e, elle l'appela ma fille. Mais ce qu'Halima ne savait pas, c'est que ce rituel avait 2 effets. Le pouvoir de soumettre, et le pouvoir de lier l'âme de la victime à la sienne. Mais ce qui allait lui arriver la semaine suivante allait lui faire regretter son acte. Elle ajoutait son urine dans la soupe de sa patronne. Les jours passèrent. Madame Fofana n'était plus la même. Elle devenait douce, gentille, presque maternelle. Elle riait avec Halima, l'embrassait parfois sur le front, comme une vraie fille. Mais une nuit, Madame Fofana s'effondra dans le salon, en hurlant de douleur. Halima accourut. En la touchant, elle sentit comme une brûlure sur ses propres bras. Le lendemain, le médecin dit qu'il ne comprenait pas. Aucune cause physique. Mais des douleurs intenses, comme si le corps était en feu de l'intérieur. Et chaque crise, Halima la ressentait. Elle retourna voir la vieille vendeuse, paniquée. La vieille la fixa et dit simplement « Tu as demandé l'obéissance, pas l'équilibre. Elle t'appartient maintenant, et tu lui appartiens aussi. Vous êtes liés. Si elle meurt, tu la suis. » Halima tenta de fuir, de quitter la maison. Mais à chaque fois, ses jambes devenaient lourdes, son ventre se serrait, et sa peau saignait. Elle était prisonnière du lien. Un soir, Madame Fofana, affaiblie, murmura à Halima « Tu m'as fait quelque chose, je le sens, mais je ne peux pas te haïr, je t'aime. » Et ce jour-là, Halima comprit. Elle avait détruit une ennemie, pour créer une mère. Mais trop tard. Quand Madame Fofana rendit son dernier souffle, Halima s'effondra à son tour, les yeux grands ouverts. Sur ses lèvres, un mot qu'elle n'avait jamais osé dire. Pardon.